En 1925, juste avant le prix Nobel de Jean Perrin, toute une communauté scientifique essaie déjà de comprendre les propriétés des atomes, un nouveau terrain de jeu étranger à la mécanique classique. Les équations fondamentales de ce monde de particules, ce monde quantique, sont alors découvertes par deux immenses théoriciens, Heisenberg et Schrödinger. Un duo pas vraiment assorti. L'Allemand Werner Heisenberg est le plus doué des élèves de Bohr. Fils de professeur de bonne famille, éclaireur scout, grand marcheur, protestant pratiquant, il donne des leçons de morale, prend les armes contre les communistes et se compromettra avec le pouvoir nazi. Quant à l'Autrichien Erwin Schrödinger, formé dans les pas de Boltzmann, c'est un athée passionné de bouddhisme, grand séducteur vivant ouvertement en ménage avec 2 femmes, mais aussi 3 fois hélas, amateur de jeunes filles mineures, qu'il estime avoir le droit de séduire et consommer au vu de son génie. Pas vraiment sympathiques, ces deux-là sont effectivement de pur génie. Ils élaborent, par 2 approches très différentes, les bases de la mécanique quantique que les étudiants apprennent dans le monde entier. L'équation de Schrödinger, qui régit l'évolution de la probabilité des états des particules, l'expérience de pensée du chat de Schrödinger, ou principe de superposition des états, et le principe d'incertitude de Heisenberg, résumé sommaire d'une implacable limitation de la précision des mesures atomiques. C'est une merveilleuse époque de fécondité scientifique, particulièrement en Allemagne. C'est aussi une époque politiquement mortifère, particulièrement en Allemagne. Avec les nazis, mathématiciens et physiciens se compromettent un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. Il se crée une revue scientifique de physique allemande. Des collègues sont évincés ou exilés pour leur tiédeur politique. D'autres adhèrent au parti nazi, de bonne ou mauvaise foi. Certains futurs prix Nobel dénoncent leurs plus proches collaborateurs juifs. Rares sont les vrais intègres, comme Max Planck ou Max von Laue. Les scientifiques juifs et leurs proches commencent à s'exiler loin de l'Europe, aux États-Unis. C'est le cas d'Albert Einstein, mais aussi du brillant expérimentateur italien Enrico Fermi, dont l'épouse est juive. Et tant d'autres. On n'a jamais vu un tel flux de matière grise traverser l'Atlantique. Arrêtons-nous sur l'un de ces exilés, Léo Szilard. Juif hongrois formé à Berlin, auteur de brillants travaux sur l'entropie et atteint d'une triple malédiction. Celle d'être toujours déraciné, errant de ville en ville, d'hôtel en hôtel, celle d'être prophète de malheur, et souvent à raison, et celle de toujours rester dans l'ombre. Génie dans l'ombre, c'est le titre de sa biographie. Il touche à tout, physique, biologie, économie. Son érudition polyglotte, sa vivacité, sa curiosité, son intuition extraordinaire font de lui l'un des plus brillants esprits du XXe siècle. Doté d'une conscience politique aiguë, il fuit l'Allemagne 24 heures avant que ses frontières soient fermées aux Juifs et se réfugie à Londres. C'est là qu'il tombe un jour sur le compte rendu d'une conférence publique d'Ernest Rutherford, le découvreur des noyaux atomiques. On y lisait « L'énergie produite par la fracture d'un atome est une très petite chose. Quiconque entend tirer une source d'énergie de cette transformation atomique est un baratineur. » Dans la grande tradition juive éprise de contradictions, Léo est agacé au plus haut point par le ton péremptoire de Rutherford. Alors, par défi, il cherche à prouver qu'il a tort et qu'on peut exploiter cette énergie. Il y réfléchit sans relâche, y compris dans le bain, où en bon hongrois il passe plusieurs heures par jour, y compris en se promenant dans les rues de Londres. Et un jour, alors qu'il s'apprête à traverser la rue, qui sait pourquoi, pile au moment où le feu passe au rouge, il a l'illumination. La réaction en chaîne. Imaginons qu'un noyau atomique, frappé par un neutron, se casse en 2 noyaux plus petits, et que dans les débris, il y ait aussi 2 ou 3 neutrons et un petit peu d'énergie. Et que chacun de ces nouveaux neutrons puisse à nouveau aller casser un autre noyau qui va à son tour émettre de l'énergie et quelques neutrons.
À partir d'un neutron errant, on en aurait bientôt, disons, 2, puis 4, puis 8, puis 16, puis 32, puis 64 neutrons, et ainsi de suite. C'est une progression exponentielle. Et les mathématiciens le savent bien, c'est une croissance ultra rapide. En quelques étapes, le nombre de neutrons errants devient gigantesque. Suffit de 80 étapes pour dépasser le nombre d'Avogadro, qui fait le pont entre microscopique et macroscopique. 80 coups donc pour que l'infime énergie microscopique soit tant et si bien multipliée qu'elle en devienne macroscopique. Et 80 réactions, ça se fait en une fraction de seconde. Avec quelques kilogrammes de matière fracturable, fissile comme on dit, le tout petit peu d'énergie émis à chaque collision serait démultiplié au point d'une explosion de puissance comme jamais les humains n'en ont provoqué. Szilard n'aura plus un jour de repos. Délocalisé comme une particule quantique, il parcourra le monde entier pour faire réaliser les expériences, afin de savoir si oui ou non il existe des atomes fissiles, capables d'être cassés et d'engendrer une réaction en chaîne. Et de fait, c'est en Allemagne, en 1938, qu'arrivera la réponse, dans l'équipe du charismatique chimiste Otto Hahn et de sa brillante partenaire d'expérience, la physicienne Lise Meitner, une élève de Boltzmann lui-même. Hahn et Meitner, un duo d'expérimentateurs de légende. Mais Meitner est juive, elle doit bientôt fuir l'Allemagne. Malgré son intégrité, Hahn ne peut inclure Meitner en co-autrice de l'article qui paraît en janvier 1939 dans une prestigieuse revue, démontrant que l'uranium est fissile. Szilard passe dans un état surexcité. Sa prophétie semble se réaliser. Il réussit à empêcher l'apparition de nouveaux résultats et conjure Enrico Fermi, le grand expérimentateur, de tenter l'expérience de la réaction en chaîne pour ne pas être à la traîne des Allemands. Ah, Fermi ne veut pas. Il pense que la réaction est peu probable. Pas plus de 10% de chance. Enrico, 10%, ce n'est pas petit. Je serais très inquiet si on me donnait 10% de chance de mourir. Fermi finit par accepter. Avec Szilard, il monte la première expérience de réaction en chaîne contrôlée. Cette réaction en chaîne ne commence que pour une certaine masse d'uranium, dite masse critique. Quand le dispositif est en place, Fermi retire une à une les barres de contrôle, augmentant peu à peu la masse d'uranium en interaction. Les calculs sont d'une précision diabolique. La réaction commence exactement quand il l'avait prédit. Et bien sûr, il l'arrête aussitôt. La démonstration est faite. L'énergie des atomes est utilisable. La bombe atomique est possible. Maintenant, c'est une réaction en chaîne dans les cerveaux. Szilard et ses amis Wigner et Teller courent informer Einstein qui coule des jours paisibles à Princeton, New Jersey, avec son voilier. Einstein tombe des nues. Jamais il n'avait imaginé la bombe atomique. Il accepte d'alerter le président des États-Unis. Sa lettre historique, rédigée en fait par Szilard, est envoyée pile au moment où la guerre éclate. Elle préfigure le projet Manhattan, la fabrication américaine de la bombe, le plus grand projet de recherche industrielle de tous les temps. Bon, la lettre ne suffira pas. Pour démarrer le projet, il faudra encore des renforts. Comme l'Australien Marcus Oliphant, dépêché en mission spéciale par la Grande-Bretagne pour secouer la recherche américaine. Quel boulot d'organiser tous ces grands esprits venus d'Europe avec leur génie et leur ego. De trouver les fonds, d'aplanir les terribles difficultés entre militaires et scientifiques, entre scientifiques et ingénieurs, de faire raffiner l'uranium, car il existe en plusieurs variétés, et seul l'isotope 235, rare et fissile. D'en accumuler au moins la masse critique. Coordonné par le physicien Robert Oppenheimer, le projet grandit exponentiellement vite. Au début, une petite équipe gère 1 000 $. 5 ans plus tard, ce seront 130 000 personnes qui auront englouti 2 milliards de dollars de l'époque. Comptez au moins 300 milliards de dollars actuels. Et tout cela
dans le plus grand secret. Terrible ironie de l'histoire, ce programme n'aura pas servi à gagner la guerre contre l'Allemagne. Les physiciens du projet Manhattan étaient sincèrement persuadés de faire la course contre le rouleau compresseur de la science allemande. En fait, cette dernière n'avançait à rien. Comment l'aurait-elle pu? Le continent était ravagé, les instituts désorganisés, les meilleurs en exil. Comme le dira un conseiller de Churchill, nos scientifiques allemands étaient meilleurs que leurs scientifiques allemands. Et le 6 août 1945, ce n'est donc pas sur l'Allemagne, mais sur la ville japonaise d'Hiroshima qu'explose la première bombe atomique. Plus de 100 000 victimes de tous âges, cortège de morts et d'horribles souffrances, et le monde entier tremble. Un politicien américain y voit la date la plus importante depuis la naissance de Jésus-Christ. Rebelote le 9 août sur Nagasaki, avec un modèle plus sophistiqué, la bombe au plutonium. Les physiciens passent de la fierté à la sidération devant leur propre responsabilité dans ce bain de sang et dans le nouvel ordre mondial. Les spéculations pleuvent sur les extraordinaires applications à venir de cet atome si puissant. Applications positives aussi, on veut y croire. Albert Camus commente. Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses. C'est ce que chacun sait depuis hier, grâce au formidable concert que la radio, les journaux et les agences d'information viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique. On nous apprend en effet, au milieu d'une foule de commentaires enthousiastes, que n'importe quelle ville d'importance moyenne peut être totalement rasée par une bombe de la grosseur d'un ballon de football. Il est permis de penser qu'il y a quelque indécence à célébrer une découverte qui se met d'abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l'homme ait fait preuve depuis des siècles. Sidération aussi dans le manoir anglais de Farm Hall, où sont prisonniers 10 des meilleurs scientifiques allemands, dont Heisenberg, Hahn et von Laue, réalisant d'un coup l'ampleur de leur échec scientifique. Face à l'explosion atomique, dans des dialogues dignes de Shakespeare, ils se déchirent, nient leur responsabilité, commentent le changement d'air. Comme le dit von Laue, « J'ai vu la science se faire et j'ai vu l'histoire se faire. » Et pour ceux qui ont fait cette science, quelle incroyable palette de destinées humaines. Werner Heisenberg, le flamboyant père de la mécanique quantique et du principe d'incertitude, aura tout le reste de sa vie pour ruminer sur sa propre indécision, se convainquant qu'il avait lui-même voulu échouer dans ses efforts pour offrir la bombe au régime nazi. Pour Max Planck, fondateur de la physique quantique, lui ne s'est jamais compromis, mais son fils résistant a été exécuté pour participation à un complot contre Hitler. Le vieux père se laisse mourir de chagrin. Le très élastique Erwin Schrödinger rebondit facilement. Dans une petite ville du Tyrol, il fonde le Forum européen de Halbach. C'est là, entre grandes randonnées en montagne, qu'on discutera de paix et de construction politique européenne. Je ne manque jamais ce grand rendez-vous annuel des partisans de l'Europe, toujours en activité. Jean Perrin, fidèle à ses principes, a tenté de participer à la résistance, puis s'est exilé aux États-Unis, déprimé. Il est mort avant de voir ses atomes chéris transformés en destructeurs des mondes. Son digne successeur, c'est Frédéric Joliot-Curie, gendre de Marie Curie, prix Nobel et haut commissaire à l'énergie atomique. Mais il est révoqué par le gouvernement français pour son engagement pacifiste et communiste. Et quelques années plus tard, outre-Atlantique, c'est Robert Oppenheimer, le héros du projet Manhattan, qui sera publiquement humilié et brisé pour ses sympathies communistes sur fond de folie maccarthiste. Otto Hahn, le découvreur de la fission de l'uranium, a vraiment songé à se suicider après Hiroshima. Mais finalement, il a vécu jusqu'à presque 90 ans, prix Nobel très respecté. Pas de Nobel en revanche pour sa partenaire Lise Meitner, elle qui était doublement handicapée en tant que femme et juive allemande. Elle y gagnera le triste honneur d'incarner pour la postérité le talent féminin injustement méconnu. Et méconnu aussi Léo Szilard.
Lui voit la guerre froide, voit sa Hongrie natale enfouie dans le glacis communiste, voit son ami de toujours, Ed Teller, mettre au point pour l'armée américaine des bombes toujours plus puissantes. Alors Léo s'active dans les conférences plus gauches, le rendez-vous des scientifiques contre l'arme atomique, cette arme dont il a le premier compris le pouvoir. Et ce personnage digne d'un roman utilise ses connaissances pour guérir d'un cancer grâce à une radiothérapie de choc. Comme le dit son épitaphe, il a fait de son mieux. Et, fidèle à sa malédiction, il est toujours dans l'ombre, quasiment oublié dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan. Un film dont l'immense succès reflète l'immensité du bouleversement des atomes après-guerre. Ce bouleversement que je vais maintenant vous raconter.